cet événement, vous le savez tous, vous avez votre part de background concernant l'impact de cette période très très dure de la vie d'un couple, d'autant plus que lorsque c'est un couple qui vient de se mettre ensemble avec beaucoup de choses qui sont à droite et à gauche cachées, le poids de la société qui fait de telle sorte que ces événements vont avoir un impact psychologique et vous êtes bien placé pour en être persuadé. Donc, c'est juste une étude qui montre le stress et la dépression parmi aussi bien les hommes que les femmes qui ont donc cette expérience de perte fœtale. Donc là, c'est juste pour dire que c'est les femmes qui sont, et ça se comprend, beaucoup plus affectées par le nombre et la fréquence de ces symptômes par rapport aux hommes, mais que au sein de même couple, le seuil de stress et la dépression, aussi bien parmi les hommes que les femmes, sont très très importants et on nous propose même de faire un screening pour tout ce qui est affection dépressive et de stress comme état d'interrogatoire de façon routinière chez ces malades, avec même une prise en charge psychologique et psychiatrique possible, peut être proposée afin d'aider ce couple dans cette épreuve assez dure. Donc, quels sont les facteurs dont on va parler? Et hélas, je ne vais pas parler de tout ça, puisque ça résume un tout petit peu ce que vont parler mes amis et confrères au cours de cette session, et je vais me focaliser sur tout ce qui est attrait à la médecine interne, grosso modo. Quel serait alors le bilan recommandé au cours de ces événements de fausse couche répétition? Ce qui est important, et on va revenir tout à l'heure pour mieux amorcer la discussion concernant est-ce qu'on fait un bilan qui va nous permettre de confirmer l'éventuel lien entre la pathologie et le risque de fausse couche, ça c'est primordial. Et deuxième item ou paramètre extrêmement également important, c'est quel serait le bénéfice attendu de la proposition thérapeutique lorsqu'on va poser un diagnostic particulier. Et tout ça va avoir des conséquences puisqu'on a plusieurs divergences dans les recommandations des sociétés savantes. Chaque société propose une des recommandations. Nous, on va bien sûr utiliser, comme je viens de le préciser, les dernières recommandations de la Société européenne. Donc, la question qui a été posée, quelle serait la valeur du screening, de la recherche de thrombophilie chez ces femmes qui ont des fausses couches à répétition? Donc, vous avez bien imaginé qu'on va parler de ce fameux syndrome des antiphospholipides. Donc, pour les femmes, donc, on recommande un screening des anticorps antiphospholipides qui sont, on va revenir tout à l'heure, le lupus anticoagulant, les anticardiolipines, type IgG, IgM, après, dans ce cas, après 2 pertes. Et là aussi, on peut faire un screening pour les anti-bêta-2-GP1 après 2 fausses couches. Ce qu'il y a de nouveau également à côté de vos recommandations de la Société européenne, mais également les critères de classification du syndrome des antiphospholipides ont été revus cette année en 2023 et on dispose actuellement de nouveaux critères dont on va parler ensemble. Donc la première étape consiste à chercher ces fameux critères d'entrée qui consistent à avoir au moins un critère clinique documenté avec au moins un test antiphospholipides positif, que ce soit le lupus anticoagulant, que ce soit un titre modéré ou élevé des anticardiolipines ou des anticorps anti-bêta-2, GP1, IgM ou IgG, sur une durée qui peut être étalée sur 3 années par rapport à la survenue du critère clinique. Donc on va revoir tous ces critères-là ensemble. Et pour parler déjà de l'item, l'idée intéressante actuellement, on parle beaucoup plus de thrombose provoquée ou non provoquée, qui chacune a un nombre de points différents. Donc le domaine 1, maladie veineuse thromboembolique, soit avec un profil de risque élevé de maladie thromboembolique veineuse, donc on aura 1 point. Sinon, s'il n'y a aucun profil de risque, on va avoir 3 points. Quelles sont les maladies veineuses thromboemboliques qu'on va considérer? C'est l'atteinte de l'embolie pulmonaire, une thrombose veineuse au niveau des membres inférieurs, une thrombose planchnique, rénale, cérébrale ou rétinienne, voire type d'occlusion ou thrombose. Quels sont donc les malades qui ont un haut risque veineux thromboembolique? C'est les malades qui ont une maladie néoplasique maligne, une hospitalisation, un traumatisme majeur au cours d'une chirurgie. Ça veut dire que les malades qui vont avoir des anticorps antiphospholipides, une thrombose avec une néoplasie, ne vont pas être considérés de la même façon que des malades qui ont fait une thrombose, qui n'ont pas de ces facteurs de risque
et qui ont des anticorps antiphospholipides par exemple. Là, rapidement, les autres facteurs de risque mineurs, il nous faut 2, donc une éventuelle maladie auto-immune, une infection sévère, une mise en place d'un cathétérisme, la hormonothérapie, un voyage long courrier, l'obésité, la grossesse, etc. Donc, à côté des thromboses veineuses, on distingue également les thromboses artérielles. Là aussi, c'est le même principe. Avec profil de risque cardiovasculaire, c'est 2 points. Sans profil cardiovasculaire élevé, c'est 4 points. Donc là, les thromboses peuvent être au niveau coronaire, donc le corps, périphérique, AVC, ou n'importe quel organe, que ce soit le rein, le foie ou la rate, bien sûr, en absence d'un thrombose visualisée. Rapidement, les facteurs de risque cardiovasculaire, on va y aller rapidement. Là, vous connaissez l'HTA, l'insuffisance rénale chronique, le diabète, l'hyperlipémie, et les facteurs de risque modérés, une HTA traitée, un tabagisme actif, un diabète qui n'est pas très récent, une hyperlipémie ou une obésité. Troisième domaine, c'est l'atteinte microvasculaire. Et là, on va également distinguer 2 types. L'atteinte, soit qu'elle est suspectée ou carrément mise en évidence et démontrée. Rapidement, donc, sur le plan cutané, on peut avoir des lividos, des lésions de vasculopathie, une nephropathie aiguë ou des hémorragies alvéolaires. Et à l'inverse, on peut avoir, avec plusieurs points, dans ce cas, une vasculopathie livoïde avec l'examen Yana-Pat, ça va faire 5 points. Et je vous laisse voir les autres critères. Donc, plus on démontre, plus on va avoir un nombre plus important de points. Donc, juste, je vous montre quelques images de livido racemosa. Quatrième domaine qui nous intéresse, c'est sur le plan clinique. Donc, au-delà de 3 pertes fœtales consécutives, moins de 10 semaines et ou mort fœtale in utero, en absence, deuxième critère, un seul point en absence de prééclampsie ou d'insuffisance placentaire sévère. Lorsqu'on a une prééclampsie ou une insuffisance placentaire sévère, c'est 3 points. Et prééclampsie et insuffisance placentaire, ça va faire 4 points. Encore un autre item, c'est l'atteinte cardiaque valvulaire à type d'épaississement ou de végétation. Et enfin, le deuxième domaine clinique, mais hématologique, mais considéré comme étant clinique, c'est la survenue d'une thrombopénie, moins de 130 000. Sur le plan biologique, 7e domaine, c'est la recherche de puce anticoagulant. Donc on en distingue 2, c'est l'anticoagulant circulant type LUPIC. Ça, c'est les tests de coagulation. Donc le puce anticoagulant de type LUPIC, une seule fois, donc c'est 1 point. Alors que s'il est persistant dans un délai de 3 mois, de 12 semaines, ça va faire 5 points. Donc là, je vous montre juste comment on fait. Donc on se base sur le temps de céphalie sensibilisé, et puis on fait un dépistage et on confirme par la non-correction par un plasma témoin. Et puis, 4e étape, on va confirmer la dépendance vis-à-vis des antiphospholipides avec la correction par un sérum où on a un excès de phospholipides. Donc ça nous permet de dire qu'il y a un lupus anticoagulant, et là, c'est une technique hématologique. A l'inverse, ça, c'est une technique ELISA, donc c'est des anticorps immunologiques, donc c'est un laboratoire avec une technique immunologique. L'autre, c'est hématologique. Donc, recherche d'anticorps de lupine ou anti-bêta-2, là, le titre modéré ou élevé, IgM, ou donc, le plus important, c'est les IgG positifs élevés qui vont dépasser les 80 unités. Donc, vous voyez que chaque item a une pondération avec un certain point. Ce qui fait en finale, on va avoir un score total, et le diagnostic il est retenu d'un certain nombre des antiphospholipides lorsqu'on a plus de 3 points cliniques et plus que 3 points biologiques. Je vous mets cette plaque, ça va vous permettre de reprendre tout ce que je viens de dire, mais sur une application qui est donc d'accès gratuit, rumcalc.com APS, et vous entrez tous les items, vous aurez votre diagnostic. 2 mots pour reprendre sur le plan physiopathologique, donc cette notion de suppression de la migration trophoblastique et l'activation du complément avec une production des cytokines pro-inflammatoires dans le cadre de la physiopathologie du syndrome des antiphospholipides obstétricales. Comment on va faire si on va donc avoir ce diagnostic? Donc pour les femmes qui répondent aux critères biologiques, etc., de laboratoire de syndrome des antiphospholipides et qui vont avoir une histoire de plus de 3 pertes fœtales, donc on suggère, on propose une faible dose de 75 à 100 mg d'aspirine qui doivent être commencées avant la conception, et puis une dose prophylactive par l'héparine à voie moléculaire
débuter au moment de la positivité de la conception de tests donc, positifs. Et voilà. Sinon, la même chose pour les malades qui vont avoir un traitement anticoagulant, c'est dans le cadre surtout de recherche clinique. Malgré ces recommandations, en 2023, il y a quelques mois, il y a ce papier, je voulais vous montrer, puisque c'est toujours un débat, il parle de, devant la faible prévalence, le coût élevé de la recherche des antiphospholipides chez ces malades-là, est-ce qu'il convient de les garder en tant que bilan ou non? Donc je vous laisse voir cette conclusion, puisque là aussi ça reprend ce que je viens de dire. Donc il n'y a pas beaucoup d'évidence concernant le traitement. Est-ce qu'il faut faire à tous les malades? Ça coûte beaucoup d'argent et c'est surtout, il propose de le garder lorsque c'est des femmes qui ont déjà fait des événements thrombotiques ou bien au cours du deuxième trimestre ou bien que la mort fœtale est survenue au cours du deuxième semestre. Donc, à côté de la thrombophilie acquise, on distingue bien sûr la thrombophilie héréditaire et le quid, c'est faut-il encore faire la recherche de thrombophilie héréditaire aujourd'hui? Donc là aussi, la réponse est claire. Donc il ne faut plus faire de recherche de thrombophilie héréditaire, et ça concerne la mutation facteur 5 de Leiden, la mutation prothrombine, protéine S, protéine C et l'antithrombine, sauf lorsqu'il y a un contexte de recherche où il y a des facteurs de risque de thrombophilie. Là aussi, est-ce qu'on va traiter, le fait de traiter, est-ce que ça augmente la chance d'aboutir à une grossesse qui, à terme, donc là, ne pas utiliser une prophylaxie antithrombotique, sauf dans un contexte de recherche où il y a une prévention d'une maladie veineuse thromboembolique ailleurs que la grossesse. La même chose, ça rejoint là aussi 2022. Est-ce qu'il faut continuer à faire cette thrombophilie? Est-ce qu'il est le moment de tout arrêter? Et là aussi, il ne recommande plus cette investigation ou le traitement de thrombophilie chez les femmes qui ont une histoire de perte fœtale. Tout ça parce qu'il y a eu cette étude qui a été publiée dans la revue Lancet cette année. C'est l'étude ALIF 2. Là aussi, ça a été bien démontré que c'est encore relativement cher. C'est dans un contexte de recherche, oui, mais sinon, il faut rechercher carrément autre chose. Et là, le même numéro presque, le suivant, c'était Time to Stop. Donc c'était le moment d'arrêter toute prescription de HBPM chez ces malades-là qui ont une thrombophilie héréditaire. Donc en conclusion, la recherche de ces thrombophilies congétales ne fait plus partie du bilan recommandé en première attention, parce qu'il n'y a pas de preuve de lien entre ces pertes fœtales, des fausses couches et ces anomalies de l'hémostase. Il n'y a pas d'études qui ont démontré l'efficacité d'un éventuel traitement anticoagulant dans cette population. Ce qui reste, il y a encore beaucoup de choses qui restent dans tout ce qui est endocrinien et métabolique. On va jeter un coup d'œil sur tout ce qui est thyroïde. Les recommandations, donc, il faut faire le dosage de la TSH, les anticorps anti-topo isomérase chez ces malades-là. Et puis, lorsqu'on a un taux de TSH pathologique, il faut compléter par un dosage de la FT4. Quelques recommandations mises à jour en 2022. Donc là, lorsqu'on a une hypothyroïdie avérée, aussi bien avant ou diagnostiquée durant les premières semaines de gestation, donc là, il faut proposer un traitement à base de lévothyrox pour ces malades-là. Et puis, le problème, c'est ces malades-là qui ont une hypothyroïdie qui n'est pas encore symptomatique, et on peut proposer comme on peut ne pas proposer un traitement. Donc, TSH devrait être fait de façon très précoce, et si jamais on tombe sur une hypothyroïdie, on fait le diagnostic, bien sûr, il faut la traiter. En cas d'auto-immunité thyroïdienne, donc là aussi TSH devrait être dosage fait, et bien sûr, en cas d'hypothyroïdie, on devrait traiter.
Tout ce qui est donc diabète et syndrome des ovaires polykystiques, donc là aussi, recherche de dosage d'insuline, nous on ne le fait pas. Glycémie à jeun, bien sûr, on peut la faire, mais ce n'est pas du tout recommandé dans le pronostic, dans supposer l'amélioration du pronostic éventuel de cette grossesse. Et là aussi, la metformine, il n'y a pas assez de preuves pour proposer la metformine chez ces malades-là. Prolactine, faut-il la faire ou non? Non, il n'y a pas de dosage de prolactine à proposer chez ces malades-là lorsqu'il n'y a pas de symptômes d'hyperprolactinémie, tout en sachant que même si la promectine améliore ou normalise le taux de prolactine, on dispose qu'une seule étude qui a montré l'efficacité de ce traitement, donc il n'y a pas assez d'évidence concernant la recommandation de traiter par la bromocriptine chez ces malades avec hyperprolactinémie. La vitamine D, elle est actuellement à toutes les sauces, je dirais. Donc, c'est assez intéressant, bien qu'il n'y ait pas de véritable association en conclusion, sauf que c'est proposé comme étant un dosage à faire. Et en cas d'hypovitaminose, une supplémentation pourrait être proposée. L'homocystéine, l'hyperhomocysténémie, là aussi, n'est pas du tout recommandée. L'obésité, donc, est-ce que le Body Mass Index, il y a une relation, est-ce que c'est un facteur de récurrence? Là aussi, on propose beaucoup plus d'un suivi afin d'améliorer le BMI de ces malades-là. Ça coûte rien sur le plan budgétaire, mais ça coûte beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, mais c'est toujours intéressant de proposer une amélioration de ces conditions d'obésité. Autre chose, pour juste rebondir sur tout ce qui est auto-immunité, les anticorps antinucléaires, il y a plein de médecins qui les demandent, mais il faut vraiment les demander lorsqu'on a une forte suspicion d'une maladie auto-immune. Alors, qu'est-ce qu'on propose pour ces malades qui ont un background immunologique afin d'améliorer le taux de survenue de Demandez d'accélérer un petit peu. Je termine. Donc, il y a encore quelques plaques. Donc, il n'y a pas grand-chose à proposer. Pas de corticoïdes, pas d'héparine, l'hydroxychloroquine, donc les antipaludins de synthèse, ça a quand même un effet positif. C'est un effet significatif associé à l'aspirine et l'héparine pour les malades qui ont un antiphospholipide. Pour tout ce qui est tabagisme, donc là aussi, arrêter le tabagisme. Les antioxydants pour les hommes, ça n'améliore absolument rien. L'acide folique, ça c'est pour les femmes en préconceptionnel, mais il n'y a pas démontré de prévention de perte chez ces femmes-là. Les vitamines, là également, c'est très en vogue. Absolument aucune étude n'a démontré le rôle de ces multivitamines, la supplémentation vitaminique, les compléments alimentaires dans la prise en charge de ces malades-là. Donc, je vais aller rapidement. Juste, je termine avec ce résumé de ce que je viens de vous parler. C'est au sein des recommandations, donc antiphospholipides, faible dose d'aspirine, héparine à bas moléculaire à dose prophylactique avec amélioration des conditions d'hygiène de vie avec une prophylaxie avec de la vitamine D. La même chose là. Et puis, il n'y a pas de recommandation de ces tests pour ces différentes pathologies. Donc, je termine par quelque chose qui risquerait de faire un peu de bruit plus tard. J'ai trouvé que c'est intéressant d'en parler, parce que c'est partout, le microbiote. Et c'est cette étude qui a démontré qu'il y a une relation entre la dysbiose de l'appareil génital féminin avec la survenue des pertes fœtales chroniques. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, je voudrais faire une remarque à propos de la première partie de votre exposé. Quand vous nous dites, faut laisser tomber tout ce qui est héparine, moléculaire, etc., il vaut mieux finalement faire vos prélèvements et faire vos analyses. Quid de plus cher, les analyses ou la prise en charge psychiatrique, psychologique, parce que pendant ce temps, elle va continuer à... Donc,
est vraiment coincé à ce niveau-là. Là, c'est des recommandations européennes qu'il faut essayer de faire, greffer sur un contexte. Dans un contexte très particulier. Alors, je vais passer la parole à la salle pour quelques questions. Y a-t-il des questions? Non, ça a été impeccable. Donc, nous vous remercions. Si. Oui. Est-ce que c'est légitime, parce qu'on continue parfois à le faire, de prescrire encore des HPPM anti-agrégants ou une faible dose de corticoïdes? Est-ce que c'est légitime? Si on est très, disons, borné concernant recommandations, non. Après, celui qui ne tente rien n'a rien. L'aspirine, en théorie, n'a jamais tué personne. En théorie, hein. On reste toujours dans un contexte très particulier. Malgré que c'est marqué sur les boîtes oui, de... c'est sûr, que c'est contre-indiqué chez la femme enceinte. C'est en France. Même en Tunisie. C'est marqué. Vous avez entièrement raison. C'est marqué. Je croyais que c'était en France. Mais, faute de mieux, et puis, ce qu'on fait comme antiphospholipides, ce n'est que ce qu'on a comme outil facile à réaliser et standardisé. Parce que les antiphospholipides, les anticardiolipines, c'est une famille très, très hétérogène, mais on ne fait pas tout. Donc on se dit que probablement dans 10 ans, il y aura d'autres anticorps qu'on n'arrive pas aujourd'hui à détecter, et le fait de traiter, on fera que peut-être améliorer les choses. Donc ce n'est que des recommandations qui concernent des choses qui sont faites partout dans le monde. C'est ça les recommandations. Mais après l'expérience prime. Mais c'est pas du tout évident. Oui, monsieur. Voilà, je remercie le conférencier pour sa conférence. Je suis d'accord avec lui sur les indications du traitement, sur les anticoagulants, l'utilisation des anticoagulants. Mais il y a quelque chose qui m'échappe dans ce traitement, et je voudrais donner un aperçu de l'expérience que j'ai acquise dans ce domaine-là. C'est l'utilisation des corticoïdes anti-immunitaires. Et j'étais un peu déçu de ne pas voir l'utilisation de ces corticoïdes. J'ai un bilan de 5800 malades, avec des avortements de 3 à 9. Toutes ces patientes ont des enfants. Utilisation des corticoïdes anti-immunitaires. À forte dose, donc. Oui. 1 mg kilo. Jusqu'au 8e mois. Ça évite les morts in-utero et ça empêche les avortements. Tant que ça n'a pas été publié, ça ne figure nulle part. Donc moi, je vous ai rappelé tout ce qui... C'est la maladie qui... Bon. Et vous devez vous douter que ce sont des travaux qui sont très difficiles, parce que dans la mesure où on ne peut pas être rigoureux, prospectif... Le résultat est à 95% de réussite. Mais il faudrait des études. On ne peut que un essai randomisé. C'est nulle part. Hein. La dose. 1 mg. Vous commencez très tôt. Une ampoule de Célestine chronodose tous les 10 jours, ou une ampoule de diprostène tous les 20 jours, jusqu'au 8e mois. Et je vous assure que les résultats sont extraordinaires. Bien, donc nous prenons note. Alors je passe la parole à... Donc, merci Ahmed. Je vais appeler Madame Fadila Mansour, qui est professeure de gynécologie obstétrique à Abida en Algérie, et qui va nous livrer justement son opinion d'un point de vue gynécologique, donc concernant ces fausses couches à répétition. Merci. Merci beaucoup Madame la Présidente. Merci au comité d'organisation de m'avoir convié à cet événement scientifique. Ce n'est pas la première fois, j'espère que ça ne va pas être la dernière fois. C'est toujours un plaisir d'être en Tunisie. Alors, parler des fausses couches à répétition, point de vue de gynéco, j'avoue que ce n'était pas facile de résumer une bibliographie très riche. Alors, il faudrait d'abord... Comment ça se passe?
Il faudrait d'abord s'entendre sur la nosologie. Quelle est la différence entre fausse couche, quand est-ce qu'on parle de fausse couche, quand est-ce qu'on parle d'avortement. Donc il est dit que dans l'usage courant, que l'expression fausse couche désigne un avortement spontané, tandis que le mot avortement est employé comme synonyme d'interruption volontaire de grossesse. Pour l'OMS, il s'agit de l'expulsion ou l'extraction hors de la mère d'un embryon ou d'un fœtus de moins de 500 grammes, c'est-à-dire entre 22 à plutôt 23-24 semaines d'aménorrhée. Alors, l'avortement spontané ou la fausse couche est la plus fréquente des complications gravidiques. La fausse couche précoce avant 14 semaines d'aménorrhée, elle complique 12% des grossesses. Dans 4% des cas, il s'agit de 2 fausses couches. Dans 2% des cas, c'est 3 fausses couches. C'est une complication de loin très fréquente au cours donc, de premier trimestre. Ces fausses couches surviennent dans presque 95% des cas au premier trimestre. Si on a étudié le risque, on sait que l'âge, c'est prouvé qu'il y a un risque. Et il faut dire que le taux de fausse couche est évalué à 11% avant l'âge de 30 ans. Entre 30 et 40 ans, on est aux alentours de 20%. Au-delà de 40 ans, c'est entre 51% jusqu'à 95% au-delà de 45 ans. Et vous voyez que cette augmentation de taux de fausse couche par rapport à l'âge est parallèle au taux d'aberration chromosomique qui apparaissent à partir de la quarantaine. Maintenant, si on a à voir c'est-à-dire le risque à événements indépendants, le risque d'avoir 2 fausses couches successives serait de 2,3%, d'avoir 3 fausses couches successives serait de 0,4%. Or, dans la vraie vie, plus le nombre de fausses couches consécutives augmente, plus le risque de récidive est important. Après une fausse couche, la moyenne de récidive est de 14%. Après 2 fausses couches, c'est 22%. Ensuite, c'est 28% et c'est 42% à partir de 4 fausses couches. Il faut dire que la probabilité d'avoir un enfant vivant diminue de 23% à chaque fausse couche supplémentaire au-delà de 3. Dire qu'il existe donc un syndrome de fausse couche à répétition dans ce qu'on appelle la maladie abortive. Les fausses couches à répétition, c'est un motif fréquent de consultation chez les gynéco-obstétriciens. Souvent, ce dernier est dépourvu devant la conduite à adopter. Il est confronté à un couple qui est très affecté par l'accident. C'est une pathologie qui affecte environ 1 à 3% des couples fertiles. Les étiologies sont multiples et 50% de cas, on ne retrouve pas d'étiologie évidente. C'est une question très problématique. La problématique autour de la définition d'abord. Alors, à partir de combien de fausses couches on perd de maladie abortive ou de fausses couches à répétition? Doit-on prendre en considération l'âge de la parturiente dans cette définition? Quel bilan pour quelle pathologie? Doit-on faire un bilan d'autant plus, donc précocement que d'autant plus que la femme est jeune? Quelle thérapeutique adopter? Quel est le pronostic? Ce sont tous des questions où souvent on reste difficile à répondre. Alors sur le plan de définition déjà, les fausses couches à répétition, c'est au moins 2 ou 3 pertes de grossesse consécutives. Ces définitions en réalité varient selon les sociétés savantes, il n'y a pas de consensus sur ça. Pour le Royal College, c'est la survenue de 3 fausses couches au T1 de la grossesse. Pour le Collège français, c'est 3 fausses couches avant 14 semaines. Pour l'ICHRE, c'est 2 fausses couches, donc avant 24 semaines. Pour les CMART, c'est donc 2 fausses couches. Maintenant, à la question, doit-on prendre en considération l'âge de la patiente? Eh bien, quand on sait que le risque d'un nouvel avortement spontané est de 25% après 3 fausses couches avant 30 ans versus 50% après 40 ans. D'ailleurs, c'est pour ça que le groupe d'études pour les maladies abortives définit les fausses couches comme 3 fausses couches consécutives entre 6 à 12 semaines avant 40 ans avec le même partenaire. Donc, vous voyez que la définition n'est pas claire. Autant que la définition n'est pas claire, la physiopathologie aussi est incroyablement diversifiée. Elle implique plusieurs domaines, la génétique, c'est les problèmes anatomiques, l'environnement, l'immunologie, l'hématologie, l'endocrinologie. En gros, on départage les causes de fausses couches précoces des causes des fausses couches tardives. Pour les fausses couches précoces, c'est essentiellement les causes génétiques. Il faut savoir que sur produit de conception,
on retrouve 46% des remaniements chromosomiques sur le produit de conceptus. Dans 66% des cas, c'est des trisomies, 19% c'est des polyploïdies, 9% c'est des monosomies. Sur cariotypes parentaux, on a 5% d'anomalies chromosomiques, soit 10 fois plus la population générale. C'est des aneuploïdies ovocytaires ou bien spermatiques avec altération de la structure de l'ADN. Après au moins 2 fausses couches successives, il faudrait peut-être penser à faire une consultation de conseil génétique en cas d'anomalie génétique. Les anomalies utérines intracavitaires, il faut dire que toutes les anomalies peuvent être donc incriminées dans les fausses couches à répétition. La présence des malformations dans les fausses couches à répétition, elle est à peu près de 15 à 30% versus 0,1 à 10% dans la population générale. Parmi ces anomalies, on distingue les anomalies congénitales, l'utérus unicorne. Dans cette situation, le taux de fausse couche est évalué à 48%. Dans les bicornes, c'est à 42%. Dans les utérus cloisonnés, c'est la pathologie la plus fréquente, dans 77%. Et là, on aura pratiquement 41% de fausses couches pour ces anomalies. Alors, il faut dire que les études observationnelles rapportent des améliorations importantes des chances de grossesse après résection du septum. Le taux de naissance vivante passe de 6% avant chirurgie, résection jusqu'à 80% après donc chirurgie. Intéressant. Pour les anomalies acquises, dans 32% de ces anomalies, il s'agit des polypes intracavitaires, il s'agit des fibromes intracavitaires, des synéchios des polypes. Il faut dire que ce sont des pathologies qui sont à faible risque liées au geste. Donc, généralement, quand on les traite, on a de bons résultats. Mais la question qui se pose, c'est l'approche de ces anomalies qui diffère selon une société à une autre. Certaines équipes recommandent de réaliser une hystéroscopie des 2 fausses couches donc consécutives. Alors comme vous voyez donc sur ce papier, je vous ai mis ça là une comparaison des lignes directrices sur les fausses couches. Pour les cheveux donc on va rechercher les anomalies utérines avec simplement une échographie en 2D. Pour la CRM, il faudrait donc une hystéroscopie et une sonographie. Pour le Royal College, ils recommandent une échographie et secondairement, ils vont faire une hystéroscopie. Pour le Collège français, échographie 2D, 3D et éventuellement après une hystéroscopie. L'IRM n'a pas vraiment d'indication dans les anomalies intracavitaires. Maintenant, comment on va aborder les anomalies donc congénitales? Pour les cheveux, on n'a pas d'évidence, c'est toujours en étude. Pour la CRM, il propose donc la section du septum. Pour le Royal College, c'est toujours en étude. Pour le Collège français, il préconise une section de la cloison utérine. Pour les anomalies, donc les anomalies acquises, bon, en dehors du Collège français, qui vous dit que la résection du polype endométrial, du polype, du myome intracavitaire et de la section du septum, les autres, c'est toujours en étude. Pour les fibromes, la prévalence des fibromes dans les fausses couches à répétition, il varie de 0,5 à 1,3%. La myomectomie améliore les chances de grossesse en cas de fibrome intracavitaire. Il n'y a aucun bénéfice n'a été démontré quant à la chirurgie des autres fibromes dans l'amélioration donc de pronostic des fausses couches. Pour les thrombophilies, les maladies auto-immunes, ça a été donc élaboré. Pour les maladies endocriniennes, il faut dire que les causes endocriniennes sont les plus controversées. Il n'y a pas de relation de cause à effet n'est établie d'une façon évidente. Alors, on avait parlé, donc mon collègue avait parlé donc de la thyroïde. La présence des anticorps antithyroïdiens est corrélée à l'augmentation du risque de fausse couche, sans qu'il y ait un problème d'hystéroïdien. Une TSH à elle seule augmentée sans anticorps élevés est associée à un risque important de fausse couche à répétition. Cependant, l'impact de la prise en charge de cette hypothyroïdie sur la récidive des fausses couches OTA reste à démontrer. Un dosage de la TSH et des hormones thyroïdiennes, ça a été dit, donc ça reste recommandé dans l'exploration de ces fausses couches à répétition. L'insuffisance lutéale. Son association avec les fausses couches varie de 3 à 19,7%. L'explication de l'insuffisance lutéale vis-à-vis de ces fausses couches serait due à une augmentation de la caspase 3, qui est un agent apoptotique.
et la Cochrane Database, on retrouve un effet bénéfique de l'apport de la progestérone dans la prévention des fausses couches à répétition, mais pas dans les avortements sporadiques. Pour le diabète, ça a été débattu par mon collègue, je peux passer. Pour les autres maladies endocriniennes, pour les syndromes, les OPK, la physiopathologie n'est pas claire, mais on incrimine surtout donc l'obésité dans ce sens. L'hyperprolactinémie reste un rôle discuté et ça a été discuté par mon collègue. Pour les insuffisances ovariennes prématurées, les insuffisances ovariennes prématurées seraient à l'origine d'une augmentation d'aneuploïdie ovocytaire, donc augmentation de risque de fausse couche à répétition. Et ça retrouve une augmentation significative des avortements spontanés inexpliqués en cas d'une FSH élevée et d'ostradiol élevé. Une étude qui n'est pas encore publiée, qui a pour but d'évaluer les marqueurs de la réserve ovarienne, entre autres la AMH, c'est des femmes jeunes qui présentent des fausses couches à répétition. Ça a été donc fait entre 2006 et 2016. Alors les premiers résultats parlent d'un taux d'AMH effondré chez 16% des femmes présentant des fausses couches à répétition versus 2% chez les témoins. Alors, les causes masculines et les causes environnementaux, on a déjà dit un mot par mon collègue. J'insisterai juste sur la vitamine D, qui serait donc bénéfique pour le traitement des fausses couches à répétition. Par contre, les autres aliments, il n'y a aucune action des compléments vitaminiques sur le taux de fausses couches à répétition. Pour les fausses couches tardives, les anomalies utérines, donc, elles augmentent le risque de fausses couches tardives et d'accouchement prématuré, c'est dans 5% des cas. Là, pour les fausses couches tardives, c'est essentiellement l'incompétence cervicale qui se voit chez 0,5 à 1% des femmes enceintes. On la trouve chez 20 à 30% des patientes avec antécédents de fausses couches. Et là, donc, c'est connu que c'est le cerclage prophylactique qui peut régler ce problème. Pour les infections cervico-vaginales, la vaginose est responsable d'un doublement de taux d'accouchement prématuré. C'est prouvé, mais les données de la littérature ne permettent pas d'établir un lien entre la vaginose et les fausses couches à répétition. La chorioamniotite survient majoritairement après RPM, mais on peut les voir aussi avec bouche intacte et elles seraient, on les voit surtout dans les fausses couches de deuxième trimestre. Les infections maternelles générales, les infections CMV, l'herpès simplex virus, la rubéole, la toxole, la mycoplasme peuvent induire des avortements sporadiques, mais elles n'ont pas d'effet sur les fausses couches à répétition. Quel bilan? Et quand est-ce qu'on peut commencer? Donc, ça a été dit que pour la plupart des auteurs, on devrait commencer à partir de deux fausses couches à répétition. Alors, j'ai emprunté ce résumé, si vous voulez, de Harvey Fernandez pour dire que quel bilan faire pour quelle pathologie. Pour les anomalies anatomiques, c'est clair, pour les malformations utérines, c'est l'hystérosonographie et l'hystéroscopie. Comme thérapeutique, c'est la section de cloison, la section de cloison, encerclage du col dans les avortements, dans les béances et la chirurgie par hystéroscopie. Pour les anomalies génétiques, c'est le cariotype, le surproduit de fausse couche, les cariotypes des parents ou l'analyse de l'ADN. Pour les anomalies endocriniennes, les insuffisances lutéales, là, la question n'est pas tranchée. Un taux de FSH, un LH. Est-ce qu'une biopsie de l'endomètre serait préconisée? Le taux de AMH, qui est toujours en étude. Quel traitement progestatif que citrate de clomiphène? Donc la question reste toujours posée. Pour les causes immunologiques, ça a été décrit par mon collègue. Là, je vous ai mis donc l'algorithme d'évaluation et de gestion des fausses couches comme elle a été préconisée par le Collège français en 2016. Donc, vous voyez qu'il y a l'exploration morphologique pour évaluation de la cavité utérine, auquel cas il faudrait corriger par hystéroscopie, le dosage plasmatique des vitamines, la recherche des anticorps et les bilans thyroïdiens. Il faut dire que toutes les sociétés savantes ne sont pas d'accord sur donc, la conduite et sur les algorithmes. Et là, c'est l'algorithme qui a été élaboré par l'ECHRU. Donc, je pense qu'il y a une communication après qui va parler de ça. Donc, je vais la laisser pour l'orateur prochain pour nous en dire plus. La grande question maintenant, c'est peut-on prévenir les récidives?
eh bien, en réalité, on ne peut rien dire. Parce que pour un couple donné, la découverte d'un facteur étiologique permet rarement de conclure définitivement à la cause de la fausse couche à répétition. Et puis, plusieurs facteurs de risque ont été identifiés sans que l'on puisse donc affirmer qu'il s'agisse de la cause de fausse couche à répétition. En dehors des anomalies chromosomiques létales retrouvées sur le produit de conceptus, on ne peut pas donc lier directement une cause à ces fausses couches à répétition. Alors, sur les facteurs de risque favorisants sont multiples. Même après 3 avortements, la probabilité de mener à bien une grossesse se situe aux alentours de 60%. Il n'existe guère de stratégie thérapeutique efficace dont les preuves scientifiques ont été faites. Il y a plusieurs traitements ont été proposés, l'aspirine à faible dose, les corticoïdes, l'héparine, les gamma-globulines, et vous voyez que ce sont tous des thérapeutiques qui agissent sur la coagulation et sur le système immunitaire. Il y a de rares essais randomisés qui comparent les différentes combinaisons médicamenteuses. Doit-on considérer différemment les patientes avec ou plusieurs antécédents de naissance vivante et celles qui n'ont pas d'antécédents de naissance vivante? La question est là. Est-il plus pathologique de présenter 3 avortements de fausses couches successives à 23 ans qu'à 42 ans? Doit-on ainsi faire un bilan d'autant plus précocement que la femme est jeune? Ce sont toutes des questions auxquelles, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas répondre clairement. Merci pour votre attention. Merci, Dr Mansur, pour cette excellente communication. Est-ce qu'il y a parmi, dans la salle, est-ce qu'il y a des questions concernant justement cette approche du gynécologue? Les small cells et les fausses couches à répétitif. Il faut dire, bon, maintenant pour les small cells, je sais que déjà la question de les small cells, elle n'est pas tranchée. Je ne pourrais pas vous répondre, sincèrement. Je ne sais pas si on pourra trouver une réponse chez quelqu'un d'autre. Exactement. Moi, j'ai par contre une autre question. Par rapport aux analyses qu'on va demander au conceptus, pour le conceptus. Alors, souvent, ce qu'on fait, c'est une analyse anatomopathologique. Jusque-là, c'est ce qu'on demande de routine, alors qu'il y a les anomalies génétiques qui sont pratiquement au premier plan. Et nos amis généticiens, ils sont demandeurs, ils nous disent pourquoi ne pas faire d'analyse justement génétique pour ces produits de fausses couches, au lieu de faire une analyse anatomopathologique. Alors je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, justement, c'est pas l'étude anatomopathologique qu'il faut, effectivement. C'est des tests génétiques. Il y a plusieurs tests génétiques qu'on peut proposer. Et là, ça dépend des antécédents et ça dépend donc le facteur de risque de couple auquel on a affaire. Donc effectivement, c'est des tests génétiques et c'est pas de l'anatomopathologie. J'ai aussi un petit commentaire, c'est une problématique très complexe. Beaucoup de fois, on est amené à faire un bilan très large parce que la passion, elle nous pousse, même après un seul apportement, à commencer à faire un bilan. Et comme vous avez très bien présenté, la plupart, on ne trouve pas de cause parce que dans le premier trimestre, on sait que la plupart des avortements sont dus à un défaut génétique. Donc, le premier trimestre. Et ça, on peut aussi voir par le fait que le centre de FIV qui font le diagnostic préimplantatoire, sur 10 embryons, ils ont 3-4 qui ont un défaut génétique, et s'ils remettent seulement l'embryon qui ont un bilan négatif, le taux de grossesse augmente. Donc c'est le fait qu'à ce moment, on ne peut pas évaluer du point de vue génétique l'embryon de la fausse couche. Peut-être que c'est là-bas qu'on aura d'autres moyens et on peut améliorer le diagnostic, parce que sinon, on n'est pas très content des résultats. Beaucoup de fois, on ne trouve rien et la patiente nous demande toujours qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce que je dois faire. Et c'est pour ça que peut-être beaucoup de fois, on
on est poussé à faire des traitements dont on n'est pas très convaincu que ça va marcher. Je voudrais rebondir là-dessus par rapport à demander un examen génétique de manière constante. D'abord, l'accident génétique arrive, ça ne veut pas dire qu'après ça va être la même chose. En plus, on n'a pas de thérapeutique à proposer, donc en plus ça coûte cher. Donc finalement, bon, alors évidemment, au bout d'un certain nombre de fausses couches, on fait un karyotype d'abord au partenaire, et puis après, si on trouve un truc, bon, à ce moment-là... Non, non, de toutes les façons, on n'a pas grand-chose à offrir pour ce genre de jeu. Et il faut beaucoup mieux, je pense, hein, c'est beaucoup plus efficace de s'acharner à trouver une cause locale, une cause biologique, une cause... peut-être. Oui, mais sinon, le génétique. Et tout le temps. Quand je commence un bilan pour ça, je dis au couple que c'est très possible qu'en fin de compte, on ne va rien trouver. C'est qu'il faut essayer à nouveau. Donc en définitive, on reste sur notre fin. Merci. Mais toujours en cherche. S'il vous plaît, une question. Dans le cas particulier des causes malformatives, est-ce qu'on doit faire le cerclage systématiquement ou attendre que la patiente fasse une fausse couche? Oui. C'est-à-dire parce qu'on est amené à faire le diagnostic parfois avant même le désir de concevoir. C'est un diagnostic. Non, je ne parle pas uniquement de la béance, je parle des utérus, par exemple, utérus didelphes bicervical, par exemple. Il faut dire que, c'est-à-dire, il faut dire que l'indication du cerclage, c'est bien précis, c'est pour les béances cervico-rythmiques. Ensuite, il y a ces béances cervico-rythmiques qui sont anatomiques, qu'on peut découvrir donc, à l'exploration, et puis il y a celles qui sont fonctionnelles. Les fonctionnelles, c'est essentiellement après une certaine perte fœtale. Maintenant, doit-on attendre 2, doit-on attendre 3? C'est vrai que là, c'est un petit peu frustrant pour un couple surtout de nous si dire on il faut fait attendre notre 3 bilan, pour indiquer un cerclage. Surtout quand on fait tout et on ne trouve rien, c'est-à-dire... Souvent, on trouve rien. Merci. Merci. Merci beaucoup. Et parce que dans ces situations très complexes, c'est bien d'avoir des guidelines, d'avoir des recommandations basées sur des épreuves. La présentation suivante, c'est monsieur le professeur Badi Chenoufi, les recommandations de l'ECHRE dans ce domaine. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, chers collègues. Bon, je vais essayer de faire rapidement un résumé de la situation sur les avortements spontanés à répétition, Recurrent Pregnancy Loss. Diapo en anglais, je m'exprime en français. En tant que médecin gynécologue à l'hôpital, on a fait une expérience au niveau du centre de maternité. Elle a ses défauts, bien entendu, une petite expérience, mais elle est importante parce que les médecins privés ont participé à cette étude. Et je vais vous l'exposer pour vous donner un peu la situation dans un centre universitaire tunisien. Ce même sujet a été abordé par Faten Hacheni, ma collègue à Sousse, au niveau des rencontres de Eve Fertility, et elle a pratiquement résumé la situation. Donc moi, je vais rajouter quelques petits détails sur les recommandations de l'ECHRE. Premièrement, vous allez voir, le gros problème pour nous, obstétriciens, c'est la définition. 2 ou 3. Quand on a commencé à faire l'étude, on a commencé en 2008, c'est dans le cadre d'une thèse, et ensuite on a continué sur plusieurs années par la suite. C'était 3 avortements à répétition, sans bébé vivant. C'est l'élément le plus important. Et ensuite, les recommandations de l'ECHRE actuelles, c'est 2 et plus. Et vous allez voir, ces définitions, c'est un élément très important. Pourquoi? Parce que quand vous avez un syndrome antiphospholipide, vous faites le diagnostic à partir de 2 avortements, mais vous ne traitez que quand il y a 3. Et donc un peu ces disparités au niveau des recommandations de l'ECHRE que je vais préciser au fur et à mesure. Donc 2 ou 3, le débat va persister encore. Diapositive suivante. Élément très important, l'ECHRE définit Primary Recurrent Loss. Qu'est-ce que ça veut dire, Pregnancy Loss? C'est-à-dire, elle fait des avortements, mais il n'y a pas d'enfant vivant. Et c'est les cas les plus importants. Ce sont les cas qui vont nous inquiéter dans nos consultations. C'est-à-dire des patientes qui font à répétition des avortements sans aucun enfant vivant. Et vous avez les secondary RPL, c'est-à-dire elles ont des enfants, mais elles font des avortements. Tout change.
Et vous allez voir dans l'étude qu'on a faite au centre de maternité, on prenait les patientes qui avaient 3 avortements au plus, mais aucun enfant vivant. Donc c'était des patientes qui sont réellement en détresse. Je passe rapidement, le professeur Fadil Mansour l'a répété, le taux c'est 1-3% quand c'est récurrent. Et l'élément le plus important, mes chers amis, c'est que quand vous avez des patientes qui font des avortements spontanés à répétition et elle est enceinte de nouveau, elle va le faire encore une fois et de façon plus précoce. Donc, ne pensez pas que vous êtes meilleur que le collègue. Vous allez sûrement être surpris par un nouvel avortement. Plus le nombre augmente, plus le risque de récidive précoce est important. Alors, ces étiologies, elles sont multiples. Mais 50% sont idiopathiques. Et je vais passer rapidement, mes collègues, Ahmed l'a dit tout à l'heure, professeur Mansour aussi. Donc, je vais essayer rapidement de dire comment nous manageons ces avortements spontanés à répétition. Le facteur génétique, le karyotype. Vous allez voir dans l'étude, nous, on a karyotypé tout le monde. Et je vous donnerai les résultats. Mais ce n'est pas recommandé par les CHRE. C'est fait à la demande. Un autre élément très très important, le produit d'avortement. Quand un produit d'avortement, vous l'avez, on l'envoie tous à l'anapathe, le mettre dans un flacon stérile et l'envoyer en cytogénétique et dans un milieu de culture stérile, parce que c'est une culture. Très peu de nous le font. À la limite, personne, en tout cas à l'hôpital, on ne le fait pas du tout. Et ça n'apporte pas beaucoup d'informations pour nous. En tout cas, les CHRI vous disent, notre campagne sollicitée, ce n'est pas nécessaire. Causes anatomiques, oui, tout à l'heure, les questions, les causes anatomiques, elles sont congénitales et elles sont acquises. Quand vous allez trouver une cloison, on est tous très contents, on se dit oui, probablement, c'est la cloison. C'est pas sûr, vous allez voir tout à l'heure, en la traitant, qu'on va régler le problème. Quand vous avez un utérus bicorne, vous ne pouvez rien faire, mais quand vous avez une béance cervico-ismique, s'il a des antécédents, comme l'a posé la question tout à l'heure de la collègue, vous êtes obligé de faire un cerclage. Alors on se dit les causes acquises, le polype, la synéchie, le fibrome intracavitaire. C'est pas sûr quand vous allez trouver un polype, sûrement vous allez l'opérer, sûrement vous allez l'enlever, mais je ne suis pas sûr que vous allez régler le problème de cette répétition des avortements. Et ce sont les recommandations de l'ECHRE. Mais certainement, d'un collègue à l'autre, nous allons opérer une cloison, certainement nous allons enlever le polype, certainement, nous allons régler le problème d'asynéchie. Cette fameuse endométrite chronique, oui, tout le monde se dit, faut-il faire une hystéroscopie? Je vous le montrais tout à l'heure, c'est notre étude. Nous avons fait une hystéroscopie à tout le monde. Vous allez trouver cette fameuse endométrite chronique, il faut faire une biopsie, il faut la confirmer sur le plan immunohistochimique et faire le CD 138 et mettre les patients sous doxy. Nous, dans le service, les résidents sont là, je peux vous dire, le doxy à 14 jours, on en balance à tout le monde et on n'a vraiment pas réglé le problème des patientes. La thrombophilie, 2 types de thrombophilie, congénitale, acquise. Congénitale, une panoplie. Quand est-ce qu'il faut les faire? Les recommandations des CHRI sont claires. Vous avez des antécédents personnels de thrombose ou un contexte familial. Sinon, pas particulièrement, il ne faut pas les screener. Ce n'est pas recommandé. Thrombophilie acquise, élément très très important. Tout à l'heure, Ahmed Monroebel a rappelé les critères. Les 3, il faut le faire. Ce screening, il est très important. Ces 3 anticorps. Donc, les critères de Miyakis, 2018, pour définir un syndrome antiphospholipide, c'est quoi? C'est un critère clinique, thrombose vasculaire, un événement obstétrical, pourquoi pas l'HRP, et un critère biologique, des bilans faits à 12 semaines d'intervalle, 6 mois éloignés de 6 mois, au moins 6 mois de la grossesse. Un critère clinique, un critère biologique, égale syndrome antiphospholipide, et en Tunisie, quand nous avons un syndrome antiphospholipide, vous mettez ça pour la CNAM, vous avez votre HBPM. C'est remboursé. Les causes immunologiques. Eh bien, l'ECHRE est clair et net. Les tests anti-HLA, les anticorps antinucléaires, on l'a fait dans notre étude, je vais vous le montrer, quel est leur impact. En tout cas, l'ECHRE, pas nécessaire. Les anti-HY, les cytokines, les natural killers, et surtout, c'est un dosage qui peut se faire dans le sang, mais également au niveau de l'endomètre pour rechercher les échecs d'implantation. Bref, tout ça, aucune nécessité de le faire.
bilan thyroïdien, oui, il faut le faire. Il faut faire la TSH, il faut faire les anticorps antiperoxydase. Fondamental, il faut le faire. L'AMH, pas nécessairement. La prolactine, les lécherés vous disent, sauf s'il y a un certain nombre d'aménorrhées galactorées, sinon pas nécessairement le faire. La réserve ovarienne, les androgènes. La vitamine D, oui, probablement la vitamine D aurait un effet. Et là, on vous dit, probablement il y a une possibilité de supplémentation de la vitamine D pour les avortements spontanés répétition. Détecter une insuffisance lutéale, c'est-à-dire dosage de la progestérone et mid-luteal phase, au milieu de la phase lutéale, pas recommandé pour expliquer probablement une insuffisance lutéale. Bon, côté féminin réglé, masculin, lifestyle, fait al-Hachani, il a bien dit dans son exposé à Sousse, vous a dit lifestyle très important, il faut éduquer les hommes, d'accord. Faut-il faire vraiment le DNA damage, c'est-à-dire la fragmentation d'ADN? Pas très clair, les recommandations de l'écherie là ne sont pas très évidentes. Les infections, le CMV tout à l'heure, comme disait la collègue, aucune nécessité de le faire. Alors on s'est dit, ok, nous, c'est quoi l'avortement spontané répétition? On va essayer de voir. Alors on a fait cette thèse, on a fait ce petit travail. C'est une étude prospective et on s'est dit, on va faire participer tout le monde, privé, public, tout le centre a participé. Et on s'était dit, on va analyser, à l'époque, on avait fait avec l'hôpital Rothschild, on s'est dit, on va faire des analyses, c'était un peu compliqué. Ensuite, l'hôpital Habib Thamr nous a aidés. Et ensuite, le centre de maternité s'est équipé. Et par la suite, le service de génétique. Et par la suite, le service de médecine interne avec le professeur Habib Roumen à l'époque. Et on s'est dit, quelle est la réalité au fait? Les avortements spontanés répétition, c'est quoi en Tunisie? Alors, on a fait des critères d'inclusion. On a pris du 18-45. Il faut que ce soit le même partenaire. Hein. Même partenaire. 3 avortements au plus, documentés, moins de 12 semaines, mais surtout, 0 enfant vivant. Et là, les collègues, quand ils vont nous envoyer, tu dis, ok, tu nous envoies ta patiente, parce qu'on va l'explorer gratuitement. Et on essaiera de te dire un peu, on va faire des examens complémentaires. Et donc, les collègues ont participé. À l'époque, on a éliminé critères d'exclusion, tout ce qui est maladie systémique, tout ce qui est anticoagulant. Et on a commencé à voir, et quand même, on a enrôlé 71 patientes. C'est énorme. Hein. Quand vous faites des ASR, vous avez des avortements spontanés à répétition, vous avez 71 patientes, vous avez une des plus grosses séries. Hein. Donc, qu'est-ce qui est apparu au fait? C'était essentiellement des patientes jeunes, 33 ans, l'âge du partenaire 37 ans, il y avait 40% de parentalité, c'est-à-dire de consanguinité, voilà, déjà. Bon, on le savait, en Tunisie elle est élevée. Et on s'est dit, les investigations pour nous, c'était un examen clinique par les gynécos, par les internistes. On a fait à tout le monde du karyotype. On s'est dit, voilà, on va voir un peu. Et on a essayé de faire, il y avait l'exploration de cette cavité, mais on s'est dit, on fait une hystéroscopie à tout le monde, c'était facile. On faisait des anesthésies locales, bon. Voilà le screening qu'on avait fait. On avait fait l'ANFS, on a fait des glycémies, des transaminases, un bilan thyroïdien complet. À l'époque, on n'avait pas d'AMH, donc on avait fait FSH à l'âge prolactine. On a fait les bilans torches. On a fait les bilans de thrombophilie. On avait fait un anticorps très particulier, c'est un anticorps antiprothrombine, pour rechercher les patientes qui étaient prédisposées à faire des thromboses. Et ça, c'était fait à l'hôpital Rothschild, on le fait maintenant à l'hôpital Habib Thamr. On a fait le bilan d'hémostase classique. On a fait les anticorps antinucléaires. Voilà le profil de ces patientes. Une des patientes a fait 22 avortements spontanés répétition. 22. C'est la patiente de mon ami... pardon. Bon, je me rappellerai tout à l'heure. Et donc, c'est une patiente qu'on nous avait adressée parce qu'elle a fait 22 avortements spontanés, pour vous dire. Donc, c'est des patientes qui sont réellement en détresse. Aucun enfant vivant. Et quand on a vu un peu le profil un peu de ces patientes, elles font essentiellement des avortements de plus en plus précoces. Hein. Alors, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe un peu sur le plan génétique? On n'a rien trouvé. Les karyotypes, sur 71-69, on fait des karyotypes, on n'a rien trouvé. Le karyotype était normal, alors qu'on s'attendait à trouver des translocations, etc. On s'est dit, ok, on va voir la cavité utérine. Je vous garantis, il n'y avait rien aussi. Hein. Il y avait 3 utérus cloisonnés, un éperon du fond, des synéchies, une béance cervico-ismique, 2 endométrites, bon, mais pas diagnostiquées par le CD138, etc. Sur le plan hormonal, on a trouvé vraiment 12,5% de patientes OPK, mais ça on le sait, c'est la population en général. Et particulièrement intéressant, le bilan thyroïdien, il n'y a rien. Anticorps antiperoxydase, rien. TSH normal. Et les hyperprolactinémies, 6,12. Voilà. La patiente, c'est celle de M. Wafi Marakch.
Très bien, voilà, je me rappelle maintenant. Sur le plan immunologique, on a trouvé un syndrome antiphospholipide dans 21,8% des cas. Et cet anticorps antiprothrombine dans 12,5% des cas. Mais le lupus, rien, anticoagulant, rien. Les bêta-2, 0. Anticorps antinucléaire, 0. La protéine S, c'est vraiment rien. Facteur 5 de l'Éden, 31 cas quand même. Les infections, CMV, tout ce que vous voulez, rien. Conclusion, le bilan était positif dans 65% des cas. D'accord, mais rien ne disait que c'était réellement la cause. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de relation, de causalité. C'est pas sûr parce que c'était positif que ces patientes font des avortements spontanés à répétition. On s'est dit, ok, d'accord, comment on va traiter alors maintenant ces patients? Donc voilà, l'examen, c'est pauvre. Sur le plan génétique, bon, vous allez faire un counseling, les recommandations déchirées. On peut maintenant parler de PGT, PGT-A, le PGT-M, les maladies génétiques, PGT-SR. On peut faire des amniosynthèses si vous voulez, mais franchement, rien de particulier. Les causes anatomiques, cloison, oui. Et je suis certain que chacun de vous va trouver une cloison et dire voilà, c'est le problème. Mais c'est pas sûr que vous allez régler le problème. Les fibromes, les polypes, je l'ai dit, rien de particulier. Le cerclage, oui, quand il y a une histoire, il faut le faire. Cette thrombophilie héréditaire, on l'a dit, il faut vraiment traiter quand vous avez des antécédents personnels ou bien une histoire familiale. En tout cas, pour la thrombophilie acquise, il faut donner des HBPM, il faut donner de l'aspirine, et il faut vraiment commencer quand vous avez 3 avortements ou plus. On diagnostique à partir de 2 avortements, commencez à traiter quand c'est 3 ou plus. Quand vous avez une hypothyroïdie avant la conception, il faut la régler avant que la patiente ne tombe enceinte. Et quand elle est en euthyroïdie, même si vous avez des perturbations du bilan antithyroïdien, pas la peine de corriger. Facteur masculin, faites un Hacheni, il a bien parlé du lifestyle, c'est-à-dire il faut corriger. Mais les antioxydants, rien pour les recommandations de l'écherie. Donc voilà, grosso modo. Alors qu'en est-il quand c'est vraiment inexpliqué? Alors si vous trouvez rien, il n'y a pas de syndrome antiphospholipide, vous faites quoi? Et c'est toute la question et tout le problème. C'est-à-dire on a une thrombophilie, une expression de thrombophilie, mais sans thrombophilie. Quelle est la place des HPPM? Quelle est la place de l'aspirine? Quelle est la place des progestatifs? On s'est dit, ok, l'expérience du centre, à peu près grosso modo. On a fait donc du prospectif, on a trouvé 32 patientes, ça s'appelle négatif. On s'est dit, ok, il y a probablement un problème psychologique, un des collègues en a parlé, c'est ce qu'on appelle, on va faire le love tender case, c'est-à-dire ces patientes, elles ont probablement un problème psychologique. Elles n'ont rien, le bilan est négatif, probablement, en essayant de les hospitaliser, de les isoler de leur milieu familial, probablement qu'on va régler le problème. Donc, hospitalisation. Et on a créé, à l'époque, un endroit au niveau du centre du maternité, on s'est dit, ok. 2, on s'est dit, on va aller supplémenter en HBPM, et je vais vous le dire pourquoi. On s'est dit, rôle immunomodulateur des HBPM. Allez, HBPM, et on s'est dit aussi, bon, progestatif, etc., et on les a mis sous progestatif. Jusqu'à 20 semaines, voie orale. On avait opté pour la voie orale. Grosso modo, hein, je passe rapidement, parce que c'est un travail qui a été fait par Omar Touhemi à l'époque. Bon, bref, rapide. On a amélioré les taux de grossesse. Le live birth rate a augmenté de façon significative. Le reste, c'est-à-dire les retards de croissance, les morts fétales, les prééclampsies, on les a réduites, mais pas de façon significative. Mais en tout cas, on a pu obtenir une grossesse. Donc en isolant les patientes, en donnant des HPPM, ça a marché. Pour nous. Pour nous. Très important aussi, on n'a pas eu de malformation fétale. On n'a pas eu de thrombopénie. Attention, quand vous donnez des HPPM au long cours, il faut contrôler les plaquettes. On le sait très très bien et on peut se retrouver. Pas de malformation. Bref, on n'a pas eu d'hémorragie du postpartum par la suite. Bref, mais c'était une petite série. On s'est dit, ok, que dit la littérature dans ce cas? La littérature nous dit, oui, il y a des études, HBPM, anticorps antiphospholipides négatifs, ça peut marcher. Et on nous a dit, on a trouvé cette étude de Doyle 2021, 1452 patientes, il nous dit, quand vous avez 3 ou plus, vous donnez des HPPM, ça marche. Mais quand c'est 2 ou plus, attention mes amis, on n'a pas suffisamment d'RCT, de Randomized Control Trials, suffisantes, donc les preuves sont un peu diminuées. Mais 3 ou plus, faites-le. Et les recommandations de l'écherie arrivent, on nous dit, pour le collègue, corticoïde, pas question, ça ne marche pas. L'acide salicylique, pas question, ça ne marche pas. L'HBPM, pas question, ça ne marche pas. L'acide folique également. Donc rien.
rien ne marche. On s'est dit, d'accord, chers amis, on va aller. On a donné des progestatifs. On se dit, ok, qu'est-ce qu'on va faire avec ces progestatifs? Et on a trouvé des articles. Qui cherche trouve, hein, mes amis. Donc 10 études, celle de Sacon 2017. Il a vraiment compilé tout le monde, tous ceux qui donnaient des progestatifs dans les avortements inexpliqués. Et Sacon nous dit, par rapport au placebo, avortement spontané à répétition inexpliquée, ça marche. Ben, on l'a fait. Par la suite, quel type de progestatif et quelle voie? Route. Un autre sujet aussi de débat. Et vous allez voir, on a choisi le Dufastan parce que donner par la voie vaginale jusqu'à 20 semaines des patientes qui ont spontanées, c'est très difficile. Voie orale, c'est beaucoup plus facile. La dose, on a donné du 20 mg, peut-être on aurait dû donner du 30. En tout cas, nous avons trouvé des articles et on s'est basé sur ces articles qui nous disent, oui, c'est bon. Une amélioration de la vitesse systolique, etc. Qui cherche, trouve. La voie vaginale, oui, je ne la descends pas, la voie vaginale. Mais les recommandations de l'écherie, c'était vraiment un petit update, etc. Ils nous disent, oui, vaginale, ça marche quand vous avez 3 ou plus. Vous pouvez donner, surtout s'il y a un risque de saignement ou un saignement, donner de la vaginale. Bon, c'est des recommandations de l'écherie. Et ensuite, on s'est dit dans le monde. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans le monde? Le monde, tout le monde donne des progestatifs, et notamment les Chinois. Bon, on a copié les Chinois. C'est-à-dire, ils donnent de la dihydrogestérone par voie, 30 mg, c'est du 30 mg dans les 3 jours suivant l'ovulation, et ils continuent jusqu'à la date anniversaire du dernier avortement. Disons 10 semaines. Nous, on avait continué jusqu'à 20 semaines. En cas de saignement, trouve également des articles. Quand ça saigne, il faut donner des progestatifs, de préférence par voie orale, et on a trouvé vraiment des petites séries, et des séries indiennes, hein. Rashmi et celle de Ramchandra, etc., qui disent que la voie orale est vraiment très très intéressante par rapport à la voie vaginale dans ces cas-là. Conclusion, en 2030, probablement on reviendra vous parler des avortements spontanés à répétition parce qu'on n'a pas du tout réglé le problème. Cette définition 3 ou 2 est vraiment, elle nous pose nos problèmes parce que c'est pas encore très très mis au point. Quand il y a des RPL avec antisyndrome antiphospholipides, les choses sont claires là. On peut donner des HBPM, mais une question, on va donner du 40 mg en préventif, mais est-ce que probablement si elles sont obèses, il faudra peut-être augmenter les doses. Donc l'obésité n'est pas, etc. On donne du standard du 40 mg, mais probablement il faudra discuter l'obésité. Quand est-ce qu'on commence les HBPM au fait? Nous on a commencé dès qu'il y a une activité cardiaque. Probablement il faut le commencer dès qu'il y a l'apparition d'un petit sac, ou probablement dès que le test est positif. Donc vraiment plein de questions, pas encore résolues. Deuxième situation. Vous avez une RPL et il n'y a rien, inexpliqué. Alors là, vous êtes in trouble, comme disent les Anglais. Nous, on a tenté les HBPM, mais l'écherie vous dit non. Est-ce qu'on est vraiment sûr que ça ne marche pas, d'après les recommandations de l'écherie? Bon, je pose des questions. La dihydrogestérone, 20 mg, et le hold the root, c'est-à-dire par voie orale, bon, jusqu'à 20 semaines, ou aller un peu plus, ou un peu moins. J'ai aucune question. Quand il y a des saignements, est-ce que réellement la voie orale est en train de régler le problème par rapport à la voie vaginale? Bref. Des questions qui se posent, sujet passionnant, magnifique, et il faut vraiment continuer, d'autres études doivent arriver. En tout cas, nous, on a tenté cette petite étude, hein, avec tous ses défauts, bien entendu, mais voilà, je vous ai un peu expliqué ce qu'on faisait, une expérience d'un service universitaire tunisien. Je vous remercie. Des questions, oui, mais je m'attendais aux questions. Merci beaucoup, Bélis. Alors reste là-bas le temps de te poser quelques questions, j'imagine, dans la salle. Moi, j'ai une remarque. Il faudrait peut-être faire une étude, un essai randomisé, application des recommandations et non-application des recommandations. Ce serait peut-être une bonne idée. Oui, alors, je passe la parole, oui. Est-ce que vous pouvez lui donner? Merci beaucoup pour la clarté de votre exposé. Ma question, donc pour les avortements à répétition précoce, qu'on n'a pas trouvé de solution, donc d'étiologie, on n'a pas trouvé d'étiologie, même surtout génétique et tout ça. Est-ce que vous avez une expérience, une idée sur les immunomodulateurs et l'immunomodulation, notamment si on a un déséquilibre entre LTH1 et LTH2, une augmentation des TNF-alpha, parce que j'ai vu beaucoup d'équipes qui ont essayé les anti-TNF-alpha, ils ont essayé la GCSF, il y avait quelques études qui sont prometteuses, je sais bien qu'elle est hors recommandation actuellement, mais est-ce que vous avez une idée sur ces... Aucune. Ok, merci. On n'a jamais essayé ça et ne comptez pas qu'on puisse le faire. Hein. Bon.
D'autant que c'est vraiment des essais très isolés, de très courte série. Une petite question pour moi. Après vos études, à ce moment, comment vous traitez ce cas-là? Pour les avortements à répétition, qu'est-ce que vous faites maintenant? Sans étiologie? Sans étiologie. On donne des HBPM, nous. Mais bon, Donc, justement, moi je suis sûr que dans la salle, tout le monde le fait. Hein. Exactement. Je suis sûr que dans la salle, si je pose une question, tout le monde est en train de le faire. Nous, on est très contents, justement, des données de cette étude. Et avec les études, certainement, qu'on va faire en prospective. Mais il reste toujours cette black box, justement, de ces avortements à répétition, chez qui on ne trouve rien du tout. Et c'est notre pain quotidien. Tout à fait. Par contre, on va être, justement, avec ces recommandations un peu accablantes, à prescrire en off-label. Et donc, on doit se prémunir. On est tous convaincus de l'intérêt des HBPM, de l'intérêt de la progestérone et de l'intérêt peut-être des corticoïdes. Bon, les corticoïdes, ça n'a pas la même valeur. Mais certainement, on va œuvrer vers cette sécurité de prescription. Wow. S'il y a encore des questions? Oui, allez-y. Là-bas, à droite. Qu'est-ce qu'on donne pour une patiente qui a déjà fait une grossesse arrêtée sous aspigique? Ne posez pas ce genre de questions pièges. Hein. Et sa deuxième grossesse, peut-être elle a désiré à elle seule de faire un bilan étiologique qui est revenu négatif. Qu'est-ce qu'on donne? Un avortement? Une grossesse arrêtée déjà sous aspigique, un bilan étiologique négatif. Qu'est-ce qu'on donne pour la deuxième grossesse? Recommandation Est-ce qu'on vous me demandez mon avis personnel? Avis personnel. À la tunisienne. Non, il n'y a pas de Parce que la patiente, elle ne va pas tolérer une deuxième grossesse arrêtée sous aspigique. Franchement, je ne peux pas répondre comme ça dans un congrès. Mais tout ce que je peux dire, c'est que je comprends tout à fait, c'est-à-dire votre inquiétude. Hein. C'est clair. On a une patiente, elle a pris de l'aspigique, ça n'a pas marché, etc. Moi, je la remettrai sous aspigique encore une fois, malheureusement. Bon, mais on peut, mais vraiment, mais c'est entre nous, quoi. On n'a pas besoin de... Bien, donc je crois qu'il faut qu'on lève la séance pour laisser la place à la session d'après. Yes. Donc la dernière, Yes. the last one. Oui. Ma question, c'est que quand est-ce qu'on commence le traitement? Oui. Même s'il n'a aucune base scientifique, etc. Mais quand est-ce qu'on le commence? Est-ce que c'est en préconceptionnel? Est-ce que c'est... Parce que beaucoup disent en préconceptionnel aussi. Hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est-à-dire, l'aspigique est commencé, l'aspirine est commencée en en conceptionnel, mais je parlais, moi, des HBPM tout à l'heure, quand est-ce qu'elle est commencée? Mais tu as tout à fait raison. Je parle d'HBPM. Les HBPM, c'est un gros problème aussi. Mystère. Soit commencer dès qu'il a le sac, quand il a activité, ou vraiment au test positif. Je crois que si vous êtes vraiment patiente qui fait 8 avortements spontanés, il faut commencer dès que c'est possible de la mettre sous HBPM. Mais attention, attention, si vous retrouvez, il faut être sûr du diagnostic, elle est vraiment intra la grossesse. Hein. Si vous avez une GU, vous la mettez sous HBPM, là aussi. Donc vraiment, il faut vérifier les choses. Donc franchement, moi à l'hôpital, je préfère que les choses soient claires. Dès qu'on a une grossesse, on discute, on vérifie qu'elle est viable et on attaque le plus tôt possible en tout cas. Ça c'est certain. Si vous ne voulez pas vous retrouver dans une autre situation d'avortement. Merci beaucoup. Merci. Pour les questions d'horaire. On va laisser la place pour la session suivante.